Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Distribuidora International de Alimentation? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une demande spéciale d'un de nos abonnés ici, Top Premium. Donc, je rappelle que si vous n'êtes pas encore inscrit à Top Premium, donc sur Top Premium, ici, vous recevez ici chaque mois deux analyses ici, deux notes d'analyse concernant les entreprises qui sont sous-évaluées. Vous pouvez également demander des analyses fondamentales que moi, j'appelle analyse quantitative. Donc, c'est-à-dire que moi, je fais parler les chiffres ici avec un objectif de prix, d'accord, sur n'importe quelle compagnie. Pour les notes d'analyse ici, c'est uniquement des entreprises nord-américaines pour le moment. Et vous pouvez également, selon l'analyse sectorielle ici, avoir des notes d'analyse à la demande. Donc, quand je fais une analyse sectorielle, généralement, j'essaie de regarder également les entreprises intéressantes dans le secteur. Et si j'ai des notes d'analyse, je vous les mentionne également dans la note, d'accord? En plus de cela, vous avez accès au Discord privé pour le prix qui est affiché ici. Donc, je reviens ici, donc c'est-à-dire que le choix actuel aujourd'hui ne me concerne pas du tout, d'accord? Donc on me l'a proposé, je vais juste l'analyser. Et à première vue, déjà, vu la taille de la compagnie, vu comment on appelle ça? Le prix actuel, on va se dire que mais qu'est-ce que tu fais avec ce genre de compagnie-là? Non, c'est pas moi qui l'ai proposé, d'accord? Donc, mais quand si vous êtes abonné à Top Premium, si vous demandez, on est obligé de le faire, d'accord? Et ça fait toujours plus plaisir de le faire de toutes les façons. Donc, ici, nous avons une compagnie, je pense, c'est de la grande distribution, d'accord, en Espagne. Alors, on peut déjà voir ici que le revenu est décroissant. Comme je l'ai toujours dit, le revenu est décroissant. Ok, mais pourquoi est-ce qu'il est décroissant? C'est la question à laquelle il faut répondre en regardant, en lisant les rapports financiers. Il semble-t-il que depuis 2019, on a à peu près une stabilité. Ok. Revenu décroissant. Est-ce que les marges brutes sont à peu près stables? Donc, on prend ça ici. On regarde, on a des marges brutes qui sont un tout petit peu croissantes. Donc, cela me permet peut-être de dire ici que nous avons peut-être une entreprise ici qui est en pleine transformation. Donc, faites attention. Peut-être qu'elle a vendu certains segments d'activité, etc. Et là, présentement, elle essaye de se concentrer uniquement sur les segments où elle a des marges assez élevées. OK? Je ne dis pas que c'est le cas, faites attention. Je suis juste en train de penser à haute voix. OK? Ça peut également être une entreprise qui est dans un secteur ici assez décroissant ou bien voilà, qui a été mal géré. Bref, les raisons derrière la diminution de ce revenu-ci doivent être retrouvées dans les rapports financiers. OK? Donc, ici, nous avons une marge brute à peu près de 25%. Elle arrive à se maintenir ici. Après la marge brute, j'aimerais bien voir ici si c'est une entreprise qui a au moins une marge EBITDA assez stable. Vu la marge brute ici qui est à peu près voilà, stable, est-ce qu'on a une marge brute, une marge EBITDA qui est stable ici? Vous pouvez déjà voir ici que la marge EBITDA est décroissante. Et on se rend compte que depuis 2019, c'est à peine si on arrive à avoir 1%. Quand c'est comme ça, il y a de fortes chances que cette entreprise-ci ne soit pas rentable. C'est-à-dire qu'elle n'arrive même pas à s'auto-financer. Alors, comment est-ce qu'on va voir ça maintenant? Je vais comparer les net income, OK, avec les bénéfices nets. D'accord? Enfin, excusez-moi. Je vais comparer le résultat net, les net income, avec les free cash flow. Alors, on va déjà s'arrêter là 2 minutes parce que la personne en question m'a posé une question à laquelle on va répondre présentement. Il m'a demandé, la question était la suivante. Dans le service Top Premium, on a fait l'analyse de deux entreprises ici que je ne vais pas mentionner et je lui demanderai également de ne pas mentionner ces deux entreprises-là. Donc, la question que tu m'as posée concernant l'entreprise en question, il mentionnait ceci. On a une entreprise ici qu'on a présentée qui a, selon lui, une dette élevée à 8 fois les résultats nets. D'accord? Donc la dette élevée, c'est 8 fois les résultats nets. C'est-à-dire que si nous avons présentement une entreprise qui a 8 milliards de dettes et elle a 1 milliard de net income, ça fait 8 fois les résultats nets. Alors, déjà, c'est une bonne chose de regarder la dette, la dette du point de vue des résultats nets ou des free cash flow ici, parce que c'est avec les free cash flow ou les résultats nets les bénéfices si tu veux, mais avec les free cash flow en particulier, qu'on rembourse la dette, ok? Donc, on fera ici, on ne fera pas de différence ici entre les net income, entre les résultats nets ici et les free cash flow. Donc, ce qui veut dire que, je te prendrai un exemple simple, et l'exemple que je vais prendre présentement ici, allez-y, regardez cette compagnie, elle est sous-évaluée. Et l'exemple ici est très en accord. Et tu vas voir que si tu lis sur cette compagnie, tu vas te rendre compte, tu vas te regarder, tu vas savoir pourquoi est-ce que j'ai pris cette compagnie ici pour exemple. Alors, donc, quand on prend cette compagnie ici, qu'est-ce qu'on observe? On regarde d'abord la dette nette sur EBITDA, pas la dette nette sur le résultat net. Dette nette sur EBITDA. Pourquoi est-ce que je prends la dette nette sur EBITDA? C'est parce que quand tu vas dans une banque, la banque va te prêter de l'argent en prenant en considération ici les résultats opérationnels. Donc, ta capacité ici à générer des flux de trésorerie. OK? Pas des flux de trésorerie libres, mais des flux de trésorerie. Donc, ici,
La dette nette sur EBITDA est aux alentours de 3,6. Donc, c'est-à-dire que ici, quand tu achètes cette entreprise-ci, pour rembourser la dette, il va falloir que tu payes, pendant 3,6, enfin, à peu près 4 ans, uniquement en remboursant avec les EBITDA. OK? Maintenant, quand tu regardes la dette nette ici, du point de vue de volume, donc on regarde juste la dette nette à ce niveau-ci. OK? On est à peu près à 6 milliards 880. Quand tu prends ici le free cash flow, OK? On a un free cash flow ici de combien? On a un free cash flow ici aux alentours de 1 milliard par là. D'accord? Je vais le mettre ça ici, 1 milliard. C'est-à-dire que ici, je peux rembourser cette dette-ci en 7 ans. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui peuvent rembourser la dette au total ici en 10 ans. En moins de 10 ans. Je dis bien rembourser la dette au total. Et une entreprise, en fait, son but n'est pas de rembourser toute la dette. Elles vont toujours avoir un tout petit peu de dette. Et un tout petit peu de dette ici, c'est quelque chose qui serait aux alentours inférieur à 5 fois les EBITDA. 5 fois les EBITDA, déjà, c'est assez limite. En dessous de 5 fois les EBITDA ici, c'est parfait. OK? Donc, idéalement, ici, on aimerait une entreprise qui a moins de 5 fois les EBITDA. Maintenant, quand tu regardes l'entreprise du point de vue de free cash flow, bénéfice net, dette nette sur free cash flow, ou bien dette nette sur bénéfice net, privilégiez une entreprise qui peut rembourser sa dette avec les free cash flow sur une période de 10 ans maximum. Attention, ça dépend de quel type d'entreprise également. Ne fais pas cet exemple-là, ça ne marche pas du tout avec les entreprises, les compagnies immobilières. D'accord? Donc, pour revenir à cet exemple, si cette compagnie-ci la compagnie dont tu faisais mention n'est pas surendettée. Et encore, la raison pour laquelle la dette a augmenté, parce que si tu regardes bien, la dette a augmenté pour une raison, elle a fait une acquisition, et cette acquisition-là, regarde les EBITDA, à quoi ça ressemble aujourd'hui. Tu vas remarquer qu'on est resté à peu près sur une certaine moyenne en dessous de 5 fois les EBITDA. Pourquoi est-ce que c'est important les EBITDA? C'est parce que quand tu vas à la banque, tu peux prêter de l'argent, on va regarder les EBITDA, et on va te donner ici des restrictions par rapport à la dette en prenant en considération ces EBITDA-là. On va te dire que ta dette nette sur EBITDA ne doit pas dépasser 5 ou bien ne doit pas dépasser 4. Et également, on va te dire ici que ton taux de couverture, tes bénéfices nets ici doivent couvrir peut-être 20 fois les intérêts sur la dette. Tu vois, ce genre de choses-là. Donc, c'est-à-dire que la question qu'on doit se poser, OK, c'est qu'avec les free cash flow que l'entreprise dégage, les free cash flow qui sont utilisés pour repayer la dette, bien sûr, qu'est-ce qu'elle fait avec? Là, on parle maintenant de l'allocation du capital. Qu'est-ce qu'elle fait avec ce cash-là? Ici, l'entreprise dont on a parlé tantôt, qu'est-ce qu'elle fait avec? Tu vas voir ici qu'elle a 1% de dividende. OK? Le 1% de dividende en question, par rapport à sa capitalisation boursière, c'est presque... Enfin, techniquement, si on prend... Prenons même l'exemple de cette entreprise ici. Elle a 1 milliard ici. Dans ce 1 milliard, elle utilise peut-être... Voilà, on va peut-être utiliser 150 millions ici pour la dette. Il va nous rester ici à peu près aux alentours de 900 millions par là. Disons, 900, 800 millions par là. Mettons même 800 millions. C'est-à-dire que 800 millions en 5 ans, on rembourse 4 ans, on rembourse 4 milliards ici. D'accord? Il va nous rester ici à peu près aux alentours de 3 milliards en année 5. Donc en N plus 5. Donc ça dit que la dette nette aura tendance à diminuer, les intérêts sur la dette auront tendance à diminuer, les résultats nets auront tendance à augmenter. D'accord? Donc une entreprise qui a une dette nette sur free cash flow, une dette nette sur bénéfice net inférieur à 10 n'est pas une entreprise qui est endettée. D'accord? La question qu'il faut se poser maintenant, c'est qu'est-ce qu'elle fait avec ce free cash flow-là? Si on a du free cash flow ici, on a une dette nette sur EBITDA, on a une dette nette sur résultat net ici inférieure à 10, enfin, équivalent à 10, disons, ou bien équivalent à 8 comme l'entreprise en question, et que cette entreprise-là paye, disons, 90% ici de ce qu'elle gagne en dividende, dis-toi qu'il lui reste à peu près très peu d'argent pour rembourser cette dette-là. Donc, cette dette-là sera remboursée en moins de 10 ans. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Peut-être qu'on va se dire maintenant à ce moment-là que, bon, l'allocation du capital n'est pas optimale, mais elle n'est sûrement pas endettée. D'accord? Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. J'ai préféré le faire présentement en vidéo parce que l'écrire, en fait, ça serait trop long. Donc, si vous avez les mêmes questions, si quelqu'un d'autre a cette question-là, se pose ce genre de questions-là, au moins tout le monde va pouvoir en bénéficier. Donc l'entreprise en question n'est pas endettée. OK? Donc, il faut aller également regarder les taux d'intérêt, il faut également aller regarder la maturité de la dette, parce que la dette en question, qu'est-ce qui se passe? Quand cette dette arrive en maturité, qu'est-ce qu'on fait? On va juste refinancer. Quand on refinance, ça va maintenant dépendre. Si on refinance, si la boîte est bien gérée, on va refinancer à des taux d'intérêt qui seront peut-être moins élevés que ce qu'on avait précédemment. Mais attention, présentement, dans l'environnement actuel, on peut se dire que c'est terminé ça. Donc les taux d'intérêt à 2-3%, c'est terminé. On aura des taux d'intérêt un peu plus élevés. Mais attention, d'accord? Les taux d'intérêt seront plus élevés, ce n'est pas parce que l'entreprise est mal gérée, c'est juste parce que c'est l'environnement actuel qui le veut. D'accord? Donc, on va juste pouvoir se refinancer. Et on peut se refinancer quand la banque sait que vous avez la capacité de pouvoir rembourser cet argent-là. D'accord? Donc, il faut regarder la dette nette sur EBITDA inférieure à 5. D'accord? Et attention, ne le faites pas sur les compagnies financières, ni sur les compagnies d'assurance. Il faut faire attention. D'accord? Bon, peut-être il faut souvent nuancer les choses. OK? Donc,
J'espère que j'ai répondu à cette question-là. Maintenant, on va revenir à la vidéo en question ici concernant Dia. Ok. Donc, Dia, on était au niveau ici de la comparaison avec les bénéfices nets, d'accord, et les free cash flow. Ok. Donc, bénéfices nets et free cash flow, donc net income, ok, et free cash flow. Donc, free cash flow ici. Tu constates ici que les free cash flow sont, voilà, en dents de scie. Les net income ici sont également décroissants littéralement, mais ça ne veut pas dire qu'ici qu'elle perd à peu près 700 millions, non. Cette période-ci, là où on fait mention de 700 millions ici, en réalité, elle a perdu peut-être moins de 100 millions ici. Mais c'est quand même moins élevé que ce qu'on avait connu par le passé. Déjà, il faut poser la question, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Donc, les free cash flow ont tendance à être aux alentours de 200 millions ici. Mais je t'ai montré une chose tout à l'heure. Si tu regardes bien cette entreprise ici en termes d'EBITDA, elle a des EBITDA ici qui sont, on va le mettre comme ça pour que ce soit plus visible. Quand tu vois une entreprise qui a des free cash flow plus élevés que les EBITDA, fais attention. Ce n'est pas normal. Parce qu'en réalité, si elle a des EBITDA moins élevés que les free cash flow, ça veut dire que les free cash flow en question sont impactés positivement par la dépréciation d'un actif. Et la dépréciation d'un actif ne fait pas partie ici du day-to-day de l'entreprise. Donc, ça veut dire que ça aura tendance ici à diminuer avec le temps. Donc, faites attention à ça. Donc, ça veut dire que cette entreprise ici aura peut-être du mal à s'autofinancer une fois qu'on ne va plus déprécier ces actifs-là. D'accord? Donc, ce que je vois ici, je n'aime pas ça. Ok, elle n'a pas de free cash flow. Et si tu prends l'exemple présentement ici, tu vas te dire que oui, on a des free cash flow ici par rapport à la dette nette ici qui est aux alentours de 1 milliard. On peut rembourser cette dette nette là, enfin, on a 200 millions ici, on peut rembourser cette dette nette là en 5 ans. Déjà, tu fais l'erreur ici dans le sens où cette compagnie ici n'a pas de free cash flow durable. En tout cas, semble-t-il que par rapport à ce que je vois ici, ce n'est pas durable, sauf si cette information-ci n'est pas bonne. Mais également, tu peux te rendre compte que, voilà, c'est sûr qu'elle rembourse ici sa dette. On avait peut-être 1 milliard, on a remboursé près de 1 milliard 500 ici. C'est peut-être parce qu'on a déprécié énormément d'actifs ici, ce qui nous a permis ici de pouvoir rembourser cette dette-là où on a vendu certains actifs. Fais attention, ok? Donc, déjà ici, tu vois que cette entreprise-ci, il y a un problème au niveau des free cash flow. Il faudrait aller regarder en profondeur. Donc, au niveau de l'évaluation de cette compagnie-ci, ça ne sert à rien que j'aille regarder l'estimation des analyses concernant le revenu ici pour les années à venir parce que c'est déjà assez compliqué pour les années passées. Donc, on peut également le faire ici. Hein. Si on a des informations par rapport à ça, disons les 12 prochains mois, les analystes ici penchent plutôt sur un revenu aux alentours de 7 milliards par là. Ok, si ça arrive à 7 milliards. Nous, ici, en termes d'évaluation, ce qu'on voit ici aujourd'hui ne nous encourage vraiment pas à vouloir investir dans cette compagnie-ci. Mais si elle nous intéresse, on doit poser les bonnes questions. Déjà, actif tangible net par action, on n'a presque rien du tout. Maintenant, ce que je vais faire ici pour l'évaluer, je vais regarder la valeur d'entreprise sur le revenu. De manière conventionnelle, je sais que les entreprises qui exercent ici dans le secteur de la grande distribution ont une valeur d'entreprise sur EBITDA aux alentours de un price to sell, généralement aux alentours de 0,5. C'est-à-dire que price to sell ici, c'est-à-dire que c'est la même chose que la valeur d'entreprise sur le revenu, dans le sens où le price ici, si on a une entreprise qui n'a pas de dette, d'accord, au lieu d'avoir la valeur d'entreprise ici sera l'équivalent de la capitalisation boursière. Ok, donc c'est pour ça que c'est à peu près la même chose. Donc on se rend compte que si je prends juste cette entreprise-ci et que je la compare à elle-même dans le passé, c'est une entreprise que le marché paye généralement à 0,4 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA. La valeur d'entreprise sur le revenu. Ok, il n'y a pas de souci par rapport à ça. En date d'aujourd'hui, on paye combien? 3 fois, 0,3 fois. Donc, c'est-à-dire que le revenu actuel, qui est aux alentours, dont, disons, on s'attend à 7 milliards l'année prochaine, je vais mettre 7 milliards ici, multiplié par 0,4, d'accord? On a la capitalisation boursière ici à 2 milliards 800, moins la dette nette. Donc, on aura moins la dette nette ici qui est aux alentours de combien? On a une dette nette ici aux alentours à peu près de 1 million 30, d'accord? Donc, 1 milliard 30 moins 1 milliard 30. Ça donne ici une capitalisation aux alentours de 1 milliard 770. Donc, divisé par le nombre d'actions. D'accord? Le nombre d'actions ici est de combien? Donc, on prend ça et je mets ça ici. On a un nombre d'actions ici à 5. On a 58 milliards d'actions. 58 milliards d'actions. Donc, tu vois, une entreprise ici, en fait, elle a réussi à rembourser cette dette-là en émettant de nouvelles actions. Donc, elle dilue massivement les actionnaires. Donc, quand on prend ça, on divise ici par 58 milliards. D'accord, c'est 58 milliards, donc je devrais même prendre 58 000. Voilà. Donc, ça donne ici combien? 0,03. Donc, on va se dire ici que l'entreprise serait sous-évaluée en date d'aujourd'hui et pourrait valoir aux alentours de 0,03 euros. Maintenant, est-ce que c'est une opportunité d'investissement? Franchement, mon avis est simple. Ce n'est pas le genre d'entreprise qu'on devrait regarder ici, sauf spéculation. D'accord? Donc, franchement, il y a trop d'incertitudes à l'intérieur par rapport à ce que je vois ici. Il faudrait vraiment aller regarder ici qu'est-ce que le management pense par rapport aux bénéfices futurs, etc. Pourquoi est-ce que les EBITDA sont moins élevés que les free cash flow, ce genre de choses-là. Mais voilà.
Pourquoi est-ce que je vais me casser la tête ici alors que je peux acheter du Carrefour, ou bien je peux acheter du Walmart, ou bien du Costco, ou bien du Dollarama, ou bien du, comment on appelle ça, Dollar Tree, ou bien ici du Dollar Général. Pourquoi est-ce que je vais aller acheter ce genre de compagnie ici? Ok, donc ce n'est pas une entreprise qui serait intéressante ici, mais en termes d'évaluation, on pourrait se dire qu'on a quelque chose peut-être d'intéressant en date d'aujourd'hui. Maintenant, c'est à toi de voir si ça t'intéresse ou pas, mais si tu voulais mon avis, c'est passe à autre chose. D'accord? Donc, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. N'hésitez pas, le lien vers le service Top Premium et la Top Newsletter est dans la description de la vidéo ainsi que sur le premier commentaire épinglé sous cette vidéo-ci et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.